Bonjour à tous, très heureuse comme chaque semaine de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Fondée en 1919 après la Première Guerre mondiale, l'Organisation internationale du travail est devenue en 1946 la première agence spécialisée des Nations unies. L'OIT a pour mission de rassembler gouvernements, employeurs et travailleurs de ses États membres dans le cadre d'une institution tripartite en vue d'une action commune pour promouvoir les droits au travail, encourager la création d'emplois décents, développer la protection sociale et renforcer le dialogue social dans le domaine du travail. Alors, quels seront les enjeux de la 11e session de la Conférence internationale du travail? Pour en parler, je reçois M. Frédéric Lapeyre, directeur du bureau pays de l'OIT pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, faites-nous une présentation de votre institution, je le rappelais, qui existe déjà depuis début du siècle dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'OIT? L'Organisation internationale du travail, c'est une organisation assez particulière au sein du système des Nations unies. Comme vous l'avez dit, elle a été créée il y a 100 ans, plus de 100 ans, en 1919, à la suite du trauma de la Première Guerre mondiale, avec un mandat très, très précis qui est celui de la justice sociale. Et l'idée qu'il n'y a pas de justice sociale s'il n'y a pas un monde du travail juste, ou contre les discriminations, avec des conditions de travail qui sont bonnes, avec un environnement pour les entreprises qui permettent à la fois de créer de la richesse, créer de l'emploi et créer du travail décent. Et donc cette organisation, elle est particulière parce qu'elle n'est pas seulement faite de gouvernements, mais elle est aussi, comme vous l'avez dit, elle est tripartite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs et les gouvernements. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, vous avez la CGECI, vous avez les 5 centrales syndicales et vous avez le gouvernement. Et l'idée, c'est qu'à travers le tripartisme, la concertation, le dialogue social, les politiques qui vont être formulées seront plus à même de répondre aux enjeux du monde du travail, parce qu'ils vont écouter les préoccupations de chacun. Mais ça, c'est-à-dire que c'est vous qui les réunissez? Parce qu'au fond, si on prend les États, prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, on peut prendre l'exemple de la France, ces discussions existent déjà en interne. C'est-à-dire que l'État reçoit régulièrement les centrales syndicales, autant pour le patronat que pour les employés. Quel est votre rapport, en fait, dans ces discussions tripartites? Donc nous, ce qu'on va faire deux ou trois choses très précises. D'abord, on va soutenir les gouvernements, comme le gouvernement ivoirien, à mettre en place des institutions et des pratiques de dialogue social fortes, à travers le Conseil national de dialogue social, à travers aussi le renforcement des capacités des employeurs, des travailleurs, mais aussi du gouvernement, à s'asseoir autour d'une table et à pouvoir concerter, trouver des compromis. Ça, c'est ce que l'on fait. Ce que l'on fait aussi, c'est à travers nos conventions internationales du travail, ce sont des normes internationales du travail, notamment la convention 87 sur le droit d'association, c'est de garantir que dans tous les pays qui sont membres de l'OIT, et dans tous les pays du monde, ça devrait être le cas, les travailleurs, mais aussi les employeurs, aient le droit de s'associer, de former des syndicats, de former des unions patronales et de pouvoir s'asseoir à une table de négociation pour pouvoir exprimer leurs préoccupations et participer à la décision politique. Vous disiez presque tous les pays sont membres de l'OIT. C'est le cas, presque tous? Oui, 187 pays sont maintenant membres de l'OIT. Donc ça les engage à travers les conventions que vous venez par exemple de citer. Est-ce que ces engagements sont toujours respectés? Donc vous avez deux types de conventions, des normes internationales du travail. Vous avez des conventions fondamentales qui touchent à des priorités qui devraient être adoptées dans tous les pays. Alors ce sont ce qu'on appelle les conventions fondamentales, ce sont des droits et principes fondamentaux au travail. C'est l'élimination du travail des enfants, c'est l'élimination du travail forcé, c'est ce droit d'association qui est fondamental. C'est la question de la lutte contre les discriminations et depuis l'année dernière, c'est la question pour tous les travailleurs à avoir le droit à un environnement de travail sain et salubre. Et donc ça, tous les pays qui sont membres ont pour obligation de pouvoir rendre des comptes par rapport au travail qu'ils vont faire pour pouvoir faire en sorte que ces grands principes soient réalisés au sein des différents pays. J'imagine que ça engage les États, mais si ce n'est pas respecté, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez
possibilité de sanctionner les États pour non-respect de ces conventions? Donc nous, on a des mécanismes de suivi, et donc notamment sur les conventions fondamentales. Et tous les 3 ans, le gouvernement doit rendre un rapport sur qu'est-ce qu'il a fait par rapport à l'application des principes directeurs de ses obligations et comment il a pu répondre à des problèmes qui se sont posés. C'est clair, par exemple, si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, sur l'élimination du travail des enfants. Le gouvernement a fait énormément d'efforts sur cette question-là. Il a ratifié, et le Parlement ivoirien a ratifié la Convention 182 pour l'élimination des pires formes de travail des enfants. Et tous les 3 ans, il fournit toute une série d'éléments. Et le plus dernièrement possible, c'était la stratégie nationale cacao durable, adoptée par le Premier ministre, qui montre les efforts du gouvernement ivoirien pour éliminer ce problème. Donc, mais évidemment, vous êtes aussi compréhensible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le couperet qui tombe, il y a des objectifs à atteindre, et tant qu'on tend vers ces objectifs, vous êtes indulgent. Non, pas indulgent. Mais quand vous sanctionnez, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi la sanction de l'OIT? Quand il y a des manquements, donc on a un mécanisme qui est un comité d'application des normes. Et il peut être saisi par les organisations de travailleurs, d'employeurs, quand ils jugent qu'il y a un manquement par rapport aux obligations du gouvernement qui aurait ratifié une convention. Et donc à partir de là, si c'est recevable comme plainte, ça peut être sur le droit de grève, ça peut être sur le travail des enfants, ça peut être sur le code du travail, sur plein de questions, ils vont aller à Genève, déposer un dossier, et à partir de là, des experts internationaux vont étudier le cas du pays où vous avez un recours qui est posé, et à partir de là, il va y avoir un avis qui est publié, et aucun gouvernement n'aime avoir un avis contraire par rapport à ça. Et donc on est plus incitatif que punitif dans ce mécanisme, mais c'est un mécanisme qui fonctionne bien, notamment parce que les gouvernements, s'ils veulent attirer des investissements étrangers, s'ils veulent exporter vers les grands pays d'Europe ou des États-Unis, ils doivent montrer qu'ils respectent les conventions fondamentales du travail. Et vous êtes aussi un soutien ou un appui financier pour les États? À travers notre coopération technique, on a bien sûr des budgets et des projets et des programmes qui sont mis en place en partenariat avec le gouvernement, mais aussi avec les centrales syndicales ou la CGECI ici, qui va viser justement à travailler sur des secteurs prioritaires et à aider le gouvernement à réaliser ses objectifs, notamment les objectifs du PND 2021-2025 pour ici la Côte d'Ivoire. Alors revenons sur cette notion de travail. Parce que je le rappelle, qu'à l'origine, ça vient du mot trépalium, qui est quand même un instrument de torture. Donc, bon, moi j'ai la chance d'exercer un métier qui me passionne, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Quelle est votre définition du travail? Parce qu'on a l'impression que souvent c'est plus une nécessité qu'une envie. C'est plus par nécessité, justement, par besoin qu'on s'y met, au-delà du développement de nos États. Je pense que le travail, il est fondamental dans la vie des gens. Quand on fait des enquêtes, quand on parle aux gens, le travail, il n'est pas seulement une source de revenus qui permet de vivre, de faire vivre sa famille, d'envoyer ses enfants à l'école, de se nourrir, de se loger, mais aussi c'est une source de satisfaction personnelle à travers le plaisir de travailler, mais aussi pour un artisan, le plaisir de faire, le plaisir de vendre son produit, de l'exposer. C'est aussi pour la société un moyen de cohésion sociale à travers le lien social. Donc la plupart des gens sur Terre vivent de leur travail. Ils n'ont pas des revenus du capital ou de l'épargne suffisante pour ne pas travailler. Donc le travail, il est fondamental pour les conditions de vie et de travail de la population. Par contre, ce qui est important, c'est que ce travail soit un travail décent. C'est-à-dire que les gens, quand ils travaillent, ça ne soit pas du travail forcé, qu'ils puissent avoir des alternatives aussi pour les enfants. Ils doivent aller à l'école, ils ne doivent pas travailler. Et souvent, la cause profonde du travail des enfants, c'est la pauvreté des familles. Il faut aussi qu'ils puissent être protégés sur leur lieu de travail, à travers le droit d'association pour protéger leurs droits, mais aussi à travers la protection de l'inspection du travail par rapport à tous les abus dont ils pourraient être victimes, et à travers aussi des négociations pour un salaire qui soit un salaire décent. Mais justement, là on parlait des conditions de travail, et on a un peu le sentiment que c'est toujours difficile d'améliorer les conditions de travail des populations, des employés. Il y a toujours, on assiste régulièrement partout dans le monde à un bras de fer.
encore une fois, entre l'État, le patronat, les employés, qu'est-ce qui rend la tâche aussi difficile? Pourquoi il n'y a pas de consensus? Tout le monde sait très bien qu'il y a des emplois qui sont difficiles, inadmissibles. Des fois, vous parlez de situations graves, celui des enfants. Pourquoi on n'arrive pas à trouver un consensus sur quelque chose qui semble être plein de bon sens? Je pense qu'il y a un consensus sur l'objectif à atteindre, c'est-à-dire le développement durable, que tout le monde puisse vivre mieux, que ce soit le gouvernement, les employeurs, les travailleurs, ont tous cet intérêt-là, puisqu'ils savent qu'à travers le développement économique et social, à travers l'amélioration des conditions de vie et de travail, on assure de meilleurs niveaux de productivité pour les entreprises, on assure la sécurité sociale et on évite les explosions sociales pour le gouvernement et pour les travailleurs, on va améliorer leurs conditions de vie. Donc je pense qu'ils ont le même objectif, cet objectif final. Après, ils ont des préoccupations différentes. C'est-à-dire que pour l'État, il y a cette question des impôts, de faire appliquer le droit. Pour les travailleurs, ils ont cette volonté d'améliorer leurs droits et les acquis sociaux qu'ils peuvent obtenir. Et pour les entreprises, elles sont face à des vrais problèmes de faible productivité, d'accès au marché, d'accès à la finance. Et donc, ce n'est pas si facile aussi pour elles de pouvoir faire des avancées sociales au sein de l'entreprise. Et donc, l'idée même de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, c'est de faire en sorte, à travers le dialogue social, que les trois se mettent en place et trouvent des compromis. C'est-à-dire qu'il y a rarement de consensus, mais il y a des compromis. Qu'est-ce qu'on peut faire comme concession de chaque côté pour qu'ensemble, on aille vers cet objectif qui est l'objectif du développement durable? D'où les sempiternelles négociations régulièrement. On est bien conscient que les enjeux concernant le travail sont différents, même s'il y a des points communs entre l'Occident et l'Afrique. Quels sont les enjeux? Chez nous, on imagine que c'est l'employabilité, mais quels sont les enjeux de ce secteur de part et d'autre? Donc, à l'occasion du centenaire de l'OIT, on avait lancé une grande commission avec des présidents, notamment le président sud-africain, suédois. On avait des experts sur l'avenir du travail. L'avenir du travail dans le monde, pas seulement en Europe ou en Afrique ou en Asie. Ce que l'on a vu, c'est que le monde du travail change, et il change très rapidement, à travers le changement climatique qui prive toute une série de travailleurs de leurs outils de travail, à cause des sécheresses, des déforestations, mais aussi des nouvelles régulations qui empêchent les pollutions à juste titre. Ça va aussi, cet avenir du travail, il est marqué par la numérisation. C'est-à-dire cette nécessité de pouvoir maîtriser, ce n'est pas seulement l'alphabétisation et de savoir lire, maintenant il faut savoir utiliser l'appareil numérique, l'ordinateur, surfer sur Internet. Et donc ça, ce sont des enjeux qui sont pour le Nord comme pour le Sud. Oui. Changement climatique, numérisation. Après, vous avez des changements aussi qui sont plus profonds, qui sont liés à des aspirations, à travailler moins, à travailler autrement. Parfois à travailler plus, pour gagner plus, comme disait, oui. Pour paraphraser un ancien président. Mais ce que l'on voit, et notamment à la sortie de la Covid, c'est plutôt cette nécessité pour les gens de repenser leur rapport au travail, d'où cette idée de télétravail, d'où cette volonté aussi d'avoir du travail qui a du sens. On se rappelle de ce livre du sociologue anglais très connu, Bullshit Job. Oui, pour beaucoup de gens, leur travail n'a plus de sens. Et donc il faut retravailler sur la question du sens du travail et d'être fier de son travail. Mais ça, vous pensez que c'est universel ou ça concerne que l'Occident? Je veux bien qu'on en parle en fin d'émission, de ce bouleversement post-Covid. On va y revenir, mais qu'est-ce qui distingue vraiment ces différentes parties du monde quand on parle de travail? Je pense que le marché du travail est très différent dans les pays à bas revenus ou à moyen revenu que dans les pays à haut revenu. Ce qui marque une des grandes différences entre les deux grands blocs, c'est l'économie informelle. Oui. On regarde, même en Côte d'Ivoire, près de 85% des gens qui travaillent sont en situation d'emploi informel. Être en situation d'emploi informel, ça veut dire échapper aux cadres réglementaires et légaux qui protègent les travailleurs. Et la question de la couverture maladie universelle, la question du régime social des travailleurs indépendants, la question de la protection par l'inspection du travail. Et donc par rapport à tout ça, c'est important
Une des priorités qui est beaucoup moins prégnante au Nord, c'est la question de la formalisation de l'économie, afin de mieux protéger les travailleurs, mais aussi de garantir qu'à travers leur travail, ils puissent avoir une vie meilleure. La question de la numérisation, elle se pose de plus en plus en Afrique. On voit comment les transformations structurelles des économies africaines qui fait monter des besoins des entreprises africaines en termes de spécialisation, en termes d'experts. Et là, il y a tout un vrai enjeu aussi pour l'Afrique, et notamment pour la Côte d'Ivoire, de former des gens et pouvoir répondre à ces besoins des entreprises. Alors, qu'est-ce que vous faites, parce que vous couvrez plusieurs États de la sous-région, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les pays africains, et notamment l'Afrique de l'Ouest, en tant qu'institution? Donc, en termes d'institutions, nous, on travaille sur différents piliers. Un des piliers importants d'intervention ici dans la sous-région, c'est l'élimination du travail des enfants. Ça, c'est un enjeu fondamental. Tous les pays sont concernés. Bon, il y a Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Togo. Dans tous ces pays, il y a encore du travail d'enfants. Bien sûr. D'accord. Des mêmes proportions ou il y a des plus mauvais élèves que d'autres? Oui, mais c'est un problème qui est large, qui s'est empiré avec la crise de la Covid et qui s'est empiré avec la crise sahélienne. Okay. On voit les personnes déplacées au Burkina, au Mali. Oui. Ça accroît le travail des enfants puisqu'ils quittent, ils ne vont plus à l'école, ils n'ont plus de source de revenus pour les familles. Donc la situation, elle tend à empirer à cause de ces mouvements de population et de cette crise sécuritaire. Mais ça, nous, on travaille beaucoup, mais on travaille sur les causes profondes du travail des enfants. C'est essayer de comprendre pourquoi les parents font travailler les enfants. Aucun parent, par plaisir, fait travailler son enfant. Il préférerait le voir à l'école. Mais il travaille parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut qu'il travaille pour pouvoir subvenir à une stratégie familiale de création de revenus. Et donc, à partir de là, essayer de travailler avec les populations. C'est quoi, de l'éducation ? Certains vous parleraient de l'aspect démographique, peut-être que, même Emmanuel Macron l'avait dit, que les femmes africaines faisaient peut-être trop d'enfants pour pouvoir s'occuper pleinement de chacun comme il se devrait. Mais aussi, là, vous voyez, la transition démographique, elle est toujours liée à l'évolution du revenu. Oui. Quand les gens commencent à avoir plus de revenus, il faut moins d'enfants. Parce qu'ils veulent assurer un avenir meilleur à leurs enfants, les envoyer à l'école, ça coûte cher, etc. Donc c'est pas, la question démographique, elle n'est pas au cœur du problème. Je pense qu'au cœur du problème, il y a la question de la génération de revenus. Oui. Et donc, dans des régions pauvres, comment faire en sorte que les familles aient accès à des sources de revenus supérieures. Donc, en fait, les enfants, c'est de la main-d'œuvre, quoi, tout simplement. Oui, c'est comme ça que c'est perçu et vu. C'est de la main-d'œuvre gratuite pour le ménage, et ils font des fonctions importantes en termes de production, tout en n'étant pas payés, mais en contribuant finalement à la survie de la famille. Et donc, ça, nous, on fait beaucoup en termes de promotion de l'entrepreneuriat, des femmes, des jeunes, en milieu rural, qui leur permettent des chaînes de valeur qui augmentent la valeur de ce qui est produit, la transformation des produits agricoles, qui vont permettre justement aux familles rurales d'être moins pauvres et donc de plus facilement soustraire les enfants au travail pour les mettre à l'école. Donc ça fait partie de vos chantiers prioritaires. Et il y a quoi d'autres? Quelles sont les problématiques aussi sur Un des autres grands chantiers sur lesquels on travaille avec le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, c'est la question de la couverture maladie universelle. Ouais. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un outil formidable, qui est assez pionnier et exemplaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et cette couverture maladie universelle, mais aussi le régime social des travailleurs indépendants qui a été mis en place plus récemment, sont des moyens très effectifs pour réduire la pauvreté et les vulnérabilités. Et donc à partir de là, nous, on aide énormément le gouvernement, et notamment à travers le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, pour sensibiliser les gens à l'enregistrement à la CMU, au RSTI, pour leur faire comprendre l'intérêt de s'être enregistré, mais aussi pour assurer qu'une fois qu'on est assuré et qu'on est à jour de cotisation, on ait bien accès au paquet de soins auxquels on doit avoir droit quand on est affilié à la CMU. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on disait tout à l'heure, avant de parler, ce sera le mot de la fin de cette conférence. Le monde du travail a été bouleversé par la crise du Covid, et on s'est rendu compte que beaucoup d'employés ont démissionné tout d'un coup dans les pays occidentaux, aux États-Unis et autres. On s'est rendu compte du mal-être, du malaise qu'il y avait dans cette profession, et du sens
ou du non-sens de certains emplois qui sont purement des tâches mécaniques et puis que peut-être l'intelligence artificielle va encore bouleverser. Est-ce que vous, en tant qu'institution qui se consacre à cette thématique, quel est votre regard? Est-ce que vous avez entamé des réflexions pour comprendre le travail de demain, comprendre le malaise qu'il y a, notamment dans les pays occidentaux, avec la notion du travail? Oui, nous, on travaille énormément sur ces questions-là. Comme le monde du travail change, notre mandat doit changer et suivre justement les nouveaux enjeux du marché du travail. La question du télétravail, comment on protège les gens qui sont en télétravail, puisque l'inspection du travail, par définition, elle ne va plus aller chez vous pour voir si vous avez une chaise qui est correcte pour travailler, des conditions de travail particulières. Aussi à travers les nouvelles formes de travail, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus au Nord des travailleurs indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont plus salariés. On leur dit, vous êtes indépendant, mais donc du coup, il n'y a plus de charges salariales qui sont prises en compte par l'employeur, et on voit tous les problèmes qu'il y a avec des sociétés comme Uber ou ces nouvelles sociétés, sur finalement quel est le rapport de dépendance ou d'indépendance d'un travailleur vis-à-vis de ces plateformes qui sont maintenant au cœur. On parle même d'ubérisation du monde du travail. Et on voit que les législations, elles bougent là-dessus pour reconnaître justement une certaine dépendance des travailleurs par rapport à ces plateformes et obligent les plateformes à payer une partie des cotisations en termes de sécurité sociale ou de pension. Donc sur ces questions, on travaille énormément. Sur aussi le changement de la structure de l'emploi, c'est-à-dire que des métiers disparaissent avec la numérisation, avec la robotisation, de nouveaux métiers apparaissent. Et donc, globalement, on pense que c'est bon. Mais il faut assurer cette transition. Et donc, il faut faire en sorte que ces secteurs qui tendent à disparaître, on puisse les accompagner dans des processus de transition. Il faut assurer aussi que les travailleurs qui étaient dans ces secteurs puissent avoir une formation professionnelle qui leur permette d'accéder à de nouveaux métiers. Et en même temps, il faut mettre en place un environnement qui soit favorable à l'émergence de ces nouveaux secteurs qui vont être le moteur de l'économie dans les prochaines années. Donc, selon l'adage, on va être remplacé par des robots. Et en plus, en vue de l'avancée de l'intelligence artificielle, on peut craindre que soient de plus en plus nombreux ces emplois qui n'existeront plus. Je pense que les robots auront de plus en plus d'importance dans le monde du travail, mais ils ne vont jamais remplacer les travailleurs. Ils vont remplacer certains travailleurs sur certaines tâches qui étaient des tâches lourdes et difficiles. Les robots qui portent les charges lourdes, on pourrait dire que ce n'est peut-être pas un mal. Par contre, il y aura toujours besoin d'hommes et de plus en plus d'hommes pour pouvoir contrôler les robots, pour pouvoir les maintenir en état, pour pouvoir les reprogrammer. Et ce sont toutes ces nouvelles qualifications qu'il faut développer et revoir tous les systèmes de formation professionnelle, les systèmes d'éducation pour pouvoir justement faire en sorte que la nouvelle génération de femmes et d'hommes qui vont travailler sur le marché du travail, aux côtés de ces robots, puissent justement avoir les qualifications adéquates pour pouvoir être intégrés dans le marché du travail. Sur la 11e session de la Conférence internationale du travail, sur quoi va porter la réflexion de cette conférence ? Donc chaque année à Genève, il y a cette conférence internationale du travail qui réunit tous les mandants de l'OIT. Donc c'est presque 5000 participants qui viennent. Et lors de cette conférence internationale du travail, on discute justement l'avenir du travail, et on discute quelles devraient être les nouvelles normes internationales du travail. Donc vous avez des comités de discussion. Cette année, il y a un comité qui porte sur la question de l'apprentissage et de la formation duale, ce qui intéresse énormément la Côte d'Ivoire. Il y a aussi un comité qui s'intéresse sur la question de la transition écologique juste, c'est-à-dire qu'il faut une transition climatique. Mais certains secteurs, certains groupes de travailleurs, certains pays sont plus vulnérables que d'autres par rapport à cette transition. Il faut qu'elle soit juste et assurer les conditions de justice. Et il y aura surtout, pour ponctuer cette conférence internationale du travail, le sommet mondial sur la justice sociale. Donc on a un nouveau directeur général, le premier directeur général africain depuis 100 ans, Gilbert Ongbo. De l'OIT ? De l'OIT. Ah d'accord. Et l'ancien Premier ministre du Togo. Oui. Et la vision du directeur général, c'est de remettre au centre
de la réflexion de l'OIT et de l'action de l'OIT la question de la justice sociale. Parce que sans justice sociale, il n'y aura pas de travail décent. Et donc dans ce cadre-là, il va lancer une grande coalition mondiale réunissant les pays, les organisations internationales, les travailleurs, les employeurs, pour pouvoir faire en sorte que la justice sociale soit au cœur de toutes les décisions que l'on va prendre en termes de développement. Mais là, autant s'adresser directement aux États et aux employeurs. Ce n'est pas les employés qui sont contre cet aspect de justice sociale et qui ont même la possibilité de la mise en route. Ça concerne les décideurs. Oui, mais si on regarde le processus de décision, il est important que les organisations de travailleurs puissent justement être associées à ce processus-là. Et il n'y a pas de justice sociale si une des parties n'est pas prise en compte dans la formulation même des politiques qui doivent viser plus de justice sociale. Et justice sociale, c'est quoi? C'est meilleurs revenus pour les employés, pour les salariés, des conditions, c'est quoi? Meilleure répartition? C'est l'équité, c'est-à-dire lutter contre toutes les formes de discrimination, faire en sorte que les fruits de la croissance soient plus justement redistribués à la population, faire en sorte que les groupes vulnérables... Mais vous voyez, je reviens, et ça sera le mot de la fin, sur ce bras de fer, et sur le fait que... depuis des années, on entend toujours ce discours, oui, l'État ne peut pas, l'État-providence, on entend, on est conscient de ces difficultés. Le patronat vous dit qu'il rencontre aussi des difficultés, et on ne comprend pas en fait. On se demande pourquoi c'est si difficile d'améliorer significativement les conditions de travail des individus. Je pense que les choses se sont améliorées très significativement ces 100 dernières années. Oui. Et si on regarde même sur la Côte d'Ivoire, si on revient à la Côte d'Ivoire, ce dialogue social qui est très actif et très positif en Côte d'Ivoire a permis l'augmentation du SMIC, a permis la trêve sociale, a permis aussi l'augmentation des minima catégoriaux, avec des acquis importants pour les travailleurs, mais avec l'accord des employeurs. Vous donnez un très bon exemple, mais à chaque fois, il faut aller, même si là, ça a été fait dans la concertation, il faut toujours aller arracher. Vous voyez, c'est comme si on devait dire aux gens, ils méritent d'être payés dignement, ils méritent de travailler dignement. Vous voyez, on a l'impression de quémander ce qui est l'ordre du bon sens. Et c'est même surprenant qu'il y ait des discussions pour ces choses-là. Qu'il y ait des discussions pour dire que les enfants n'ont pas à travailler. Vous voyez, des négociations sur des sujets qu'on penserait évidents pour tous. Peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Non, mais je pense que les discussions, elles portent sur les modalités, pas sur les fins. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même un consensus sur la fin, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie et de travail, faire en sorte que le développement économique en Côte d'Ivoire soit plus juste. C'est la vision du président Ouattara, mais tout le monde est d'accord dessus. Après, il y a sur les modalités. On peut être en désaccord sur la trajectoire, mais ce qu'on voit, c'est qu'à travers la concertation, à travers le dialogue social, on arrive justement de manière pacifique à trouver des compromis. Alors tout le monde est un compromis, on est obligé de lâcher quelque chose de chaque côté. Mais à la fin, ce compromis, ça permet d'avancer et de voir, dans le cas de la Côte d'Ivoire, combien maintenant on a la couverture maladie universelle, on a un SMIC à 75 000, etc. Et donc ça, c'est très concret pour les populations. Ils voient le changement. Allez, ce sera le mot de la fin. Monsieur Lapeyre, merci infiniment d'être venu, d'avoir assisté à cette émission. On imagine que vous avez encore beaucoup à faire dans le monde du travail. On se quitte sur cette citation. « Qui ne travaille pas ne mangera pas », disait John Smith. Quel est votre avis ? L'État-providence ou les systèmes de protection sociale permettent justement d'éviter ça. Mais le travail reste la source principale de revenus pour tous les ménages et donc il faut préserver les conditions de travail décents. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez sur RTI 1.